Deuxième question de l'exercice, déterminer l'équation de la courbe d'indifférence et représenter graphiquement. Si vous connaissez pas le cours, c'est en fait le mélange de la courbe d'indifférence et de la contrainte de budget qui nous permet de répondre à la question 3 et 4 qui va être de quelles sont en fait les demandes des biens X et Y, c'est-à-dire les demandes de pizza et les demandes de verre de soda. Et ça, en fait, on le trouve une fois qu'on a ces deux premières parties. Alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir ces deux parties? Eh bien tout simplement parce que le choix du consommateur, puisque c'est le thème de votre cours, le choix du consommateur c'est un choix parmi ce qui est possible. Donc mon consommateur tout à l'heure, vous vous souvenez, on a trouvé une droite de budget. Vous voyez, n'importe quel point sur cette courbe, c'est ce que l'individu peut acheter compte tenu de quoi? Compte tenu de son revenu et compte tenu du prix du bien X et compte tenu du prix du bien Y. Je vous rappelle, le coefficient directeur, c'était Px, c'était moins Px sur Py. En fonction du prix des pizzas par rapport au prix des verres de soda, on aurait une courbe qui pourrait être un peu plus verticale comme ça, ou alors on pourrait avoir une courbe un peu plus horizontale avec un revenu différent. Imaginez par exemple que la droite de budget ce soit celle-ci. Si l'individu est plus riche, ça va en fait changer, vous vous souvenez, l'ordonnée à l'origine c'était R sur Py ici, et l'abscisse à l'origine c'était R sur Px. Donc si le revenu change, si ça c'est plus grand, eh bien on va avoir ici, vous voyez, et là, quelque chose qui va se déplacer dans la même proportion, si R augmente, et donc on va avoir une parallèle, en fait une nouvelle parallèle, vous voyez, de cette droite de budget, et donc l'ensemble des possibles est plus grand. Donc ça c'est le côté l'ensemble des possibles, ce que l'individu peut acheter. Mais ça ne me dit pas grand-chose sur ce qu'il va acheter concrètement. Donc pour savoir ce qu'il va acheter concrètement, pour savoir si on va être là, ou si on va être là, ou si on va être là, pour savoir quelles vont être exactement les valeurs achetées, les quantités achetées de biens X et de biens Y, il faut qu'on passe par cette représentation-là des goûts, parce qu'il faut qu'on croise ce que l'individu aime, ses goûts, donc cette fonction d'utilité, avec ce qu'il peut acheter, hein, les contraintes auxquelles il fait face, c'est-à-dire sa contrainte de budget. Donc, c'est pour ça que nous parlons de courbe d'indifférence à ce moment-là de l'exercice, parce qu'en fait, la courbe d'indifférence, ça va être une représentation des goûts de l'individu dans cet axe, dans ce graphique qui a pour ordonnée Y, les biens Y, c'est-à-dire les quantités de verres de soda, et pour abscisse, les quantités de biens X. Alors comment on fait pour représenter les goûts de l'individu dans un axe comme ça? Eh bien on se sert de cette fonction d'utilité, donc cette fonction d'utilité qui est U égale 2 fois les quantités de biens X à l'exposant 1 tiers fois les quantités de biens Y à l'exposant 2 tiers. On va se servir de cette équation là qui me représente l'utilité. Et ce que je veux c'est en fait représenter ces goûts des consommateurs dans le graphique avec mon repère XY. Comment je fais? Eh bien, je fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut en fait trouver un moyen pour isoler le Y et trouver une expression qui me dirait Y, c'est une fonction de tac, 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 de plein de choses, et qui me permet donc d'avoir une équation Y égale quelque chose. Comme ça, je pourrais représenter ça dans ce repère où Y ici est à l'axe des ordonnées. Donc U égale 2x1 tiers, y2 tiers. Bon, bah, je vais donc diviser U par tout ça pour isoler mon y2 tiers. Je vais commencer déjà par, isoler ça. Alors c'est parti. Y exposant 2 tiers, c'est donc égal à U divisé par 2x exposant 1 tiers. Mais je veux pas y2 tiers, je veux y. Alors, un petit rappel mathématique, si je veux avoir y et pas y2 tiers, il faut que j'arrive à multiplier cet exposant-là par 3 demi. Comment je fais pour multiplier un exposant par 3 demi? Eh bien, il faut que je mette toute cette expression-là, à l'exposant 3 demi. Donc, si je mets y exposant 2 tiers, si je mets toute cette expression-là à l'exposant 3 demi, je dois forcément multiplier les exposants. Quel est l'intérêt de multiplier, de passer tout à l'exposant 3 demi? Eh bien, c'est que si je multiplie ces deux exposants-là, 2 tiers par 3 demi, ça va me donner l'exposant 1. Ça va me donner y exposant 1. Et c'est mon objectif, puisque y exposant 1, c'est y. Donc, y 2 tiers exposant 3 demi,
y2 tiers exposant 3 demi. Je vais finir avec y exposant 1 égale. Alors, j'ai mis à gauche de mon équation ici, j'ai mis à l'exposant 3 demi. Ça veut dire que je suis obligé ici de mettre ça à l'exposant 3 demi aussi. J'ai le droit de mettre ce qui est à gauche d'une équation à l'exposant ce que je veux si je mets ce qu'il y a à droite de l'équation à ce même exposant. Donc y2 tiers exposant 3 demi, j'ai le droit d'écrire ça. Si et seulement si, j'écris derrière que u sur 2x 1 tiers est à l'exposant lui aussi 3 demi. y2 tiers exposant 3 demi, ça fait y exposant 1. Donc y exposant 1, ça fait u. Donc je recopie. u 2x exposant 1 tiers à l'exposant 3 demi. Alors, ça c'est une expression générique, mais je peux aussi distribuer cet exposant, puisque c'est toute cette expression-là qui est à l'exposant 3 demi. Donc mathématiquement, j'ai tout à fait le droit d'écrire que y est égal à u exposant 3 demi, que divise 2 exposant 3 demi, x 1 tiers multiplié par 3 demi. Donc ça, bah, ça peut se simplifier, hein. Hop. On va, donc, il va nous rester quoi? Il va nous rester u exposant 3 demi, que divise, alors 2 exposant 3 demi, ça bouge pas, hein. Je suis obligé d'avoir mon 2 exposant 3 demi, que multiplie x 1 tiers multiplié par 3 demi, le 3 se simplifie, il reste x exposant 1 demi, donc racine de x. Je vous rappelle que x exposant 1 demi, n'importe quoi exposant 1 demi, c'est racine de ce n'importe quoi. Ça peut s'écrire aussi de cette manière-là. Y égale u sur 2 exposant 3 demi, 1 sur multiplié par 1 sur racine de x. On pourrait l'écrire comme ça aussi. Je vais la réécrire parce qu'elle n'est pas très lisible. Alors, quelle forme aurait cette représentation des préférences dans mon plan x et y? Je peux calculer la variation et les limites de cette fonction pour savoir, eh ben, si x va très loin, vers où va tendre y par rapport à ma courbe d'indifférence, et puis si y va très loin, jusqu'où va tendre x. Donc on va calculer ces limites, et puis on va voir si cette courbe d'indifférence est décroissante ou non. La dérivation nous permet de savoir si une fonction est croissante. Si on augmente x, est-ce que y va augmenter ou est-ce que y ne va pas augmenter? Alors, si je dérive, donc déron c'est pour dériver, mon y sur cette expression, donc par rapport à x. Ça donne quoi? Eh bien, si je dérive par rapport à x, vous voyez cette expression-là, en fait, elle n'est pas heureuse pour dériver par rapport à x. Alors, je vais la réécrire avant de dériver. Y égale u sur 2 exposant 3 demi multiplié par x exposant moins 1 demi. Pourquoi j'écris x exposant moins 1 demi? Parce que 1 divisé par x exposant 1 demi, racine de x, hein, c'est x exposant 1 demi. Si je veux passer, j'ai le droit de vouloir passer ce x exposant 1 demi au-dessus au numérateur. J'ai le droit d'inverser cette division. Mais pour ça, il faudra que je multiplie par moins 1 l'exposant. Donc x exposant moins 1 demi, c'est égal à 1 sur x exposant 1 demi, c'est-à-dire c'est égal à 1 sur racine de x. Donc avec cette nouvelle expression-là, déjà, même si elle est raturée, c'est beaucoup plus pratique parce que je peux dériver. J'ai ma formule qui me dit que la dérivée d'une fonction de x comme ça va être x exposant a. Hein, là, si u c'est b fois x exposant a, la dérivée ça va être donc a fois b fois x exposant a moins 1. Voilà, c'est ça la formule. Donc je vais appliquer cette formule. Donc ce u1, on va dire que c'est b, ça c'est x, et ça, moins 1 demi, c'est a. Donc ma dérivée ici, ça va être quoi? Ça va être u sur 2 exposant 3 demi. Ça bouge pas, c'est mon b, c'est mon petit b. Auquel il faut multiplier quoi? Bah, il faut mettre le a devant. Donc c'est multiplié par moins 1 demi, puisque c'était l'exposant ici.
Et on multiplie par x exposant a moins 1. Donc moins 1 demi, moins 1. Donc c'est égal à moins 1 demi de u. J'ai juste mis le moins 1 demi devant, mais c'est démultiplié, donc ça pose pas de problème. Moins 1 demi de u sur 2 exposant 3 demi x moins 3 demi, puisque moins 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi moins 2 demi. C'est moins 3 demi. Donc, ça c'est positif, puisque x divisé x exposant moins 3 demi, ça veut dire divisé par x exposant 3 demi. Donc c'est comme si on avait 1 sur x exposant 3 demi ici, donc c'est positif. U sur 2 exposant 3 demi, c'est positif. On a dérivé ici notre fonction, vous auriez pu dire, ah oui mais u, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quel nombre c'est. Mais c'est juste un nombre, on fixe un nombre. Juste il s'appelle u, au lieu de dire que c'est 10, c'est 20 ou c'est 30, bon c'est u. Mais c'est pas quelque chose qui bouge dans ce cas-là précis. Donc en fait, on aurait très bien pu fixer, on aurait pu dire c'est 10. D'ailleurs si vous remplacez u par 10, vous aurez donc 10 divisé par 2 exposant 3 demi, et puis vous pouvez faire le calcul. Donc ça c'est positif, ce u il est positif parce que l'utilité est positive quand x est positif, c'est normal. Si l'individu achète des biens et consomme des biens, on a vu que son utilité augmentait quand il consommait des biens. Donc son utilité, sa satisfaction, c'est quelque chose de positif. Et tout ça c'est multiplié par ici moins 1,5. Donc la dérivée de ma courbe d'indifférence, de l'équation de ma courbe d'indifférence par rapport à x, elle est négative. Donc la courbe d'indifférence, elle est décroissante. Bon, c'est une bonne chose. Maintenant que je sais qu'elle est décroissante, la question qui se pose c'est, est-ce qu'à un moment donné ou pas, elle coupe les axes? Qu'est-ce qui se passe quand y devient très grand? Est-ce que la courbe d'indifférence a tendance à tendre vers 0? Parce qu'elle est décroissante en fait, comme cette droite de budget. Donc si y augmente, est-ce que ça veut dire que x est tout petit jusqu'à aller vers 0? Est-ce que, la même chose, quand x augmente, puisque la courbe est décroissante, est-ce que ça veut dire que y diminue jusqu'à un moment donné où on couperait les axes, ici ou là? C'est une question importante à laquelle il faut répondre en calculant les limites. Il faut réfléchir aux limites, vers quoi tend la fonction. Si x tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on peut écrire ça comme étant multiplié par, donc c'est ce truc-là, multiplié par 1 sur racine de x. Si x tend vers 0, ça devient de plus en plus petit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une division par quelque chose qui tend vers quelque chose de plus petit, ça tend vers l'infini. Si vous divisez par quelque chose qui a tendance à être de plus en plus petit, qui a tendance à tendre vers 0, eh bien, le résultat de la division, ça va tendre vers l'infini. Donc, ma courbe d'indifférence a tendance à tendre vers l'infini quand x tend vers 0. Donc, si x tend vers 0, si on se situe par là, on va y tend vers l'infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va jamais couper les axes. Que se passe-t-il maintenant si y tend vers 0? Pour ça, il faut réécrire ça en mettant plutôt x, en isolant x comme une fonction, un truc avec des y. Donc on repart sur, c'est pas très compliqué, on repart sur notre fonction d'utilité, 2x 1 tiers, y 2 tiers. Et on va juste, cette fois-ci, l'objectif, ça va être d'isoler x 1 tiers. Donc j'isole mon x 1 tiers, c'est égal à, je passe tout de l'autre côté, c'est égal à u sur 2, que multiplie 1 sur y 2 tiers. Je peux mettre, donc comme je l'ai dit, tout ça à l'exposant 3. Si et seulement si, je mets tout ça à l'exposant 3. Donc ça va faire x 1 tiers multiplié par 3 est égal à u sur 2 exposant 3 multiplié par 1 sur y 2 tiers exposant 3. Et donc ça va faire donc x égale, ça change pas, u sur 2 exposant 3 que multiplie. Alors, vous voyez, 1 sur y 2 tiers, je peux le réécrire comme étant y exposant moins 2 tiers. Donc maintenant, y exposant moins 2 tiers, donc c'est comme si je réécrivais ça, exposant 3, multiplié par 3, le 3 va s'annuler, il va rester y, ça va donner y exposant moins 2. Donc c'est égal à
x de u sur 2 exposant 3 que multiplie 1 sur y au carré. Donc, si y tend vers 0, on revient à notre truc, si notre y tend vers 0, si ça tend vers 0, alors ça, pareil, ça tend vers l'infini. Parce que ça devient de plus en plus petit. Et donc 1 divisé par de plus en plus petit, ça devient de plus en plus grand, et ça c'est positif. Voyons voir. Où était notre dérivée première? Notre dérivée première, c'était celle-ci. Ça, c'était la dérivée première. Si on dérive une nouvelle fois par rapport à x, qu'est-ce qui va se passer? D de y. Donc, je dérive une deuxième fois pour savoir comment varie la variation. Est-ce qu'elle s'accélère ou est-ce qu'elle se ralentit? La dérivée seconde va vous donner une idée de la concavité ou de la convexité. Est-ce que quand ça diminue, ça c'est la dérivée première, ça diminue ou ça augmente? Une fois qu'on a cette information-là, la question qui va se poser et qui est donnée par la dérivée seconde, c'est est-ce que ça diminue de plus en plus vite ou est-ce que ça diminue de moins en moins vite? Est-ce que c'est donc convexe ou concave? Et donc là, on sait qu'on va avoir toujours ma formule. Ça maintenant, ça devient mon B. Je vous rappelle la formule B fois donc A fois B fois X exposant A moins 1. Mon A maintenant c'est ça, c'est moins 3,5. Donc je vais trouver mon moins 3,5. Mon B c'est tout ça. Fois moins 1,5 de U sur 2 exposant 3,5. X exposant A moins 1. Donc X exposant moins 3,5 moins 1 c'est moins 2,5. Donc moins 3,5 moins 2,5. Ou moins 3,5 moins 1, ça fait au même, ça fait moins 5,5. Donc on va se retrouver avec x moins 5,5. Et là, on peut tout de suite voir que ici, moins 3,5 fois moins 1,5, ça va être positif. Donc ma dérivée seconde est positive, donc la fonction est convexe. Retrouvez mon nouveau programme de cours sur la microéconomie du consommateur. Pas besoin d'avoir des connaissances, on résout directement un exercice type et je fais les rappels pertinents au passage.